Bonjour à tous. Nous avions montré dans l'activité précédente que lorsque l'on rencontrait pour une seconde fois un agent infectieux, la réponse immunitaire était d'une intensité beaucoup plus importante que lors de la première rencontre avec cet agent infectieux. Et cette augmentation de l'intensité de la réponse immunitaire était due notamment à la fabrication lors de la réponse primaire de cellules mémoire. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment nous avons exploité cette propriété de la réponse adaptative dans la vaccination et comment on fait pour mobiliser cette réponse immunitaire afin de nous protéger à long terme. Alors, l'activité se scindait en deux parties. D'abord, une étude documentaire afin de comprendre le principe de la vaccination. Et ensuite, une nouvelle étude documentaire pour cette fois comprendre les enjeux de la vaccination. Alors, tout d'abord, le principe de la vaccination. On vous disait donc qu'il y a de cela bien longtemps, pour immuniser les enfants contre la variole, on leur injectait du pus qui était contenu dans les pustules des malades. Et donc la première question, c'était d'essayer de comprendre pourquoi le fait d'injecter du pus à des enfants pouvait les protéger contre la variole. Alors on voyait que pus, comme pustule d'ailleurs, avait des petites astérix. Et donc, Sarah, si vous vous êtes reporté au lexique à la fin de votre manuel, on vous indiquait que le pus contenait notamment des phagocytes morts et des débris cellulaires de micro-organismes. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pus, c'est entre guillemets votre zone de combat où la réaction immunitaire innée s'est mise en place. Et vous avez donc trouvé à cet endroit-là des débris du micro-organisme qui a contaminé l'individu. Et donc, ça va vous permettre de récupérer en fait les antigènes de ce micro-organisme. Et lorsque vous injectez du pus à une personne, et bien, du coup, vous injectez l'antigène et il va donc lui aussi mettre en place une réponse immunitaire et donc ça va pouvoir permettre un premier contact avec l'agent antigène, avec l'agent infectieux, pardon. Deuxième question, donc on vous demandait quelles étaient les propriétés de la réponse adaptative exploitée par Edward Jenner pour élaborer donc le fameux principe de la vaccination. Alors, Edward Jenner a mis au point la vaccination contre la variole. Alors, comment est-ce qu'il a fait? Donc, il faut savoir que la variole est une maladie qui touche les humains, mais il y a une maladie qu'on appelle la vaccine, qui, elle, touche les vaches. Et il a remarqué que les fermiers, donc les humains qui sont au contact des vaches, n'attrapaient pas la variole. Alors, comment expliquer ça? Mais tout simplement parce que le virus de la vaccine et le virus de la variole sont deux micro-organismes différents, mais qui se ressemblent, c'est-à-dire dont les antigènes sont identiques. Et c'est ça la propriété que va exploiter Edward Jenner. En effet, les réponses immunitaires adaptatives sont spécifiques contre un antigène. Et en fait, là, il a compris que lorsque les fermiers s'occupaient de leurs vaches malades, ils étaient donc en contact de ce fameux virus de vaccine. Et donc, leur corps, même si ça ne déclarait pas de maladie dans leur corps, eh bien, ils mettaient quand même en action la réaction immunitaire. Ce qui fait qu'ils développaient une réaction adaptative avec des cellules mémoire. Et du coup, la présence de ces cellules mémoire les protégeait lorsqu'ils étaient en contact, cette fois, avec le virus de la variole. Puisque, lors d'un deuxième contact, la réaction immunitaire est beaucoup plus importante. Donc en fait, les fermiers, on pourrait dire, se vaccinaient, entre guillemets, grâce au virus de la vaccine, qui ressemble au virus de la variole. Voilà. Donc au final, le principe de la vaccination, c'est ça, c'est de mettre en contact un corps avec un antigène
que ce corps développe une réaction contre cet antigène, ce qui fait que lorsque cet antigène reviendra une prochaine fois, entre guillemets, les forces seront prêtes et du coup, le corps va immédiatement se débarrasser de l'antigène ennemi, on pourrait dire, sans déclarer la maladie. Donc, de quoi est composé un vaccin et quel est son mode d'emploi? Alors, un vaccin est composé de deux parties. Première partie, un principe actif. C'est lui qui va déclencher la réponse immunitaire. Alors, ce principe actif peut être de différentes natures. Soit c'est donc le microbe vivant mais qui est atténué, c'est-à-dire que voilà, il est un petit peu moins costaud, donc il n'est pas assez puissant pour déclencher la maladie. Soit c'est le microbe donc entier mais qui est mort, donc là, pas de danger. Soit c'est une anatoxine, donc en fait, on l'avait vu dans le chapitre précédent, certaines bactéries, en fait, sécrètent des toxines. Et c'est les toxines qui déclenchent la maladie. Et donc là, en fait, on injecte la toxine, mais neutralisée. C'est ce qu'on appelle l'anatoxine. Ou enfin, on peut injecter uniquement les antigènes du microbe. Donc le but, c'est voilà, c'est de déclencher une réponse immunitaire. Sauf que moins, entre guillemets, le microbe est entier, et moins l'immunogénicité est forte, c'est-à-dire moins la réaction va être forte. C'est ce que vous avez ici. Donc, pour amplifier la réaction immunitaire, il y a un deuxième composant dans le vaccin, donc qui est l'adjuvant, et qui aura donc cette propriété d'augmenter la réaction immunitaire, et notamment la réaction immunitaire innée, qui, je le rappelle, est indispensable au déclenchement de la réaction immunitaire adaptative. Donc voilà pour cette première partie sur la composition. Ensuite, donc, quel est le mode d'emploi d'un vaccin? Mais tout simplement, il faut injecter le vaccin. On voit ici que lors de l'injection, il y a donc une réaction immunitaire et donc production d'anticorps. Mais parfois, l'augmentation donc de la concentration d'anticorps n'est pas assez importante pour atteindre ici le seuil de protection. Vous voyez qu'on est toujours ici non immunisé. Voilà pourquoi certains vaccins doivent se faire en plusieurs fois. Donc il y a plusieurs injections, c'est par exemple ici le cas du tétanos, où il y a 3 injections. Donc la deuxième injection permet, donc la réaction immunitaire étant plus forte, permet d'atteindre le statut immunisé, mais on voit que dans le temps, ça ne dure pas. Donc la troisième injection permet, elle, d'être immunisée pendant un certain laps de temps, on voit de 1 à 5 ans, mais on va commencer à répondre à la question suivante, voilà. Mais au bout d'un certain temps, les anticorps, les concentrations d'anticorps rediminuent, et donc il faut faire à peu près tous les 10 ans des rappels pour faire de nouveau augmenter le taux d'anticorps bien au-dessus donc du seuil de protection. Donc voilà. Et donc dans la dernière question, donc il fallait donc indiquer l'utilité des rappels, on vient de le faire, et donc l'utilité de l'adjuvant, j'en ai un petit peu répondu, j'y ai un petit peu répondu dans la question précédente, c'est donc d'amplifier voilà, la réponse immunitaire innée. Donc maintenant, quels sont les enjeux de la vaccination? Alors, ce graphique vous permet de faire le parallèle entre deux choses. 1. Le cas de rougeole dans une population, et 2. La couverture vaccinale contre cette maladie. Donc la couverture vaccinale, c'est le pourcentage de personnes vaccinées dans une population. Et on voit que l'augmentation de la couverture vaccinale coïncide avec la diminution du cas de rougeole. Donc, premier bénéfice de la couverture vaccinale, c'est tout simplement de faire disparaître des maladies. Alors, la rougeole, aujourd'hui, n'a pas encore disparu, puisque la couverture maximale n'est qu'autour de 80%, je crois, alors qu'elle devrait être plus autour de 95%, parce que donc la rougeole, c'est une maladie très contagieuse. Mais certaines maladies, comme la variole, ont été complètement éradiquées de la planète grâce à la vaccination. Donc, premier bénéfice de la vaccination, faire disparaître des maladies.
Deuxième bénéfice de la vaccination, c'est la protection des personnes les plus fragiles. En effet, c'est ce que vous voyez là. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être vaccinées. C'est le cas, mettons, des personnes âgées, des personnes enceintes, des nourrissons, voilà. Il y a certaines personnes pour qui la vaccination est contre-indiquée. Or, ce qu'on vous montre ici, en fait, c'est que lorsque personne n'est vacciné et qu'il y a, mettons, ben voilà, 2 personnes malades, eh bien, à la fin, beaucoup de monde risque d'attraper la maladie. Lorsque il y a parmi la population quelques personnes vaccinées, on se rend compte que ben, les personnes vaccinées ont été protégées, elles n'ont pas attrapé la maladie, mais la maladie s'est quand même bien propagée dans la population. Dernier cas, là cette fois, beaucoup de personnes dans la population sont vaccinées. Eh bien on voit en fait que les 2 personnes donc, qui étaient malades au départ n'ont au final transmis, on pourrait dire, la maladie qu'à une seule personne, mais on voit que les quelques autres qui n'étaient pas vaccinés n'ont pas été en contact avec la maladie, ne l'ont donc pas attrapée. Donc en fait, la vaccination collective permet de protéger les gens les plus fragiles. Et enfin, dernière chose, alors c'est vrai qu'une vaccination, c'est pas sans risque. Comme tout médicament, certains peuvent faire des allergies graves à un vaccin. Néanmoins, on se rend compte que lorsqu'un groupe n'est pas vacciné, il y a entre 1 et 10 pour 10 000 décès, alors qu'il n'y a absolument aucun décès lorsque la couverture vaccinale est suffisante. Donc voilà, le bénéfice collectif est donc largement supérieur au risque vaccinal individuel. Deuxième chose, on vous demandait de montrer comment les vaccins pouvaient protéger de certains cancers. Donc en effet, certains cancers, comme le cancer du col de l'utérus, sont provoqués par des virus. Et donc, c'est ce qu'on vous disait, voir page 315, on avait déjà parlé de ce papillomavirus. Donc je vous ai recollé la partie du document qui nous intéresse. Et donc en effet, le cancer du col de l'utérus est causé par un virus qui, une fois qu'il a contaminé les cellules au niveau du col de l'utérus, va entraîner l'expression de certaines protéines qui vont donc dérégler le cycle cellulaire et donc déclencher l'apparition de tumeurs. Alors aujourd'hui en France, les jeunes filles sont encouragées à se faire vacciner avant leur première relation sexuelle, puisque ce virus se transmet notamment lors des relations sexuelles. Mais il faut bien être conscient que les garçons peuvent aussi être contaminés par ce virus, sauf que eux n'ayant pas d'utérus, on est d'accord qu'ils ne déclencheront pas le cancer. Néanmoins, voilà pourquoi certains pays, comme l'Australie, vaccinent les filles, mais aussi les garçons, puisque les garçons sont vecteurs du virus. Et tout ceci pour atteindre justement la fameuse immunité de groupe et arriver à terme à faire disparaître ce virus. Donc pour conclure, la vaccination, ça consiste donc à injecter un produit immunogène, mais non pathogène, c'est-à-dire un produit qui va déclencher une réaction immunitaire, mais pas la maladie, afin de faire fabriquer par le corps des cellules mémoire qui vont être donc dirigées spécifiquement contre l'agent responsable de cette maladie, afin de créer une protection à long terme. Donc la vaccination permet de faire varier le phénotype immunitaire d'une personne au cours du temps, donc c'est-à-dire de faire varier ses capacités de défense au cours du temps. Et enfin, je voulais également donc insister sur l'importance de se faire vacciner pour se protéger soi, mais aussi pour protéger les autres pour qui la vaccination est contre-indiquée.